Au cœur de la forêt boréale du Québec se trouve une région reconnue pour ses contrastes et ses grands espaces sauvages. Bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue dans la zone boréale. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est doté d'une stratégie de positionnement boréal. Il y travaille depuis une dizaine d'années, mais la zone boréale est née qu'en janvier 2016. Derrière, une femme de conviction a porté une vision afin de mobiliser une population. Cette femme, c'est Isabelle Tremblay-Rivard, directrice du créneau agroboréal. Elle est venue me rejoindre sur mon perron afin qu'ensemble, on démystifie ce qu'est un terroir boréal. Parle-moi de comment tout ça a commencé, ce positionnement-là. Il y a une quinzaine d'années, dans la région, les gens ont été amenés à amorcer une réflexion à savoir comment on pouvait distinguer notre secteur agricole, agroalimentaire. On n'est pas la région la plus agricole et la plus agroalimentaire du Québec. Il y a des régions où c'est beaucoup plus développé. Mais on sent qu'il y a vraiment une différence dans ce système-là, de comment il est composé, le type de produits qu'on va y retrouver. Fait que c'est à travers la réflexion et les questions que les gens se sont posées qu'est né un concept. Donc, un concept de différenciation appuyé sur la nordicité, sur notre positionnement, notre typicité boréale. Ces gens-là se sont réunis puis se sont dit, bon, mais c'est quoi cette typicité boréale-là? Comment on la qualifie? Comment on lui donne un sens? Explique-moi, c'est quoi la différence au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Qu'est-ce qui nous définit vraiment? Bien, d'abord, ce qu'il faut regarder, c'est quoi les conditions qui font... Parce que quand on est en agriculture, c'est le capital naturel, donc qui est au premier plan. Donc, ce capital naturel-là, lui, il est influencé par des conditions naturelles. Donc, des conditions géographiques, des conditions climatiques, des conditions agroclimatiques, parce qu'on parle d'un secteur agricole. On parle aussi de facteurs sociaux, des conditions sociales, des conditions même de sol. Donc, c'est l'ensemble de ces conditions-là, quand on les regarde, quand on les définit, qu'on voit après comment elles influencent notre agriculture, comment elles influencent la façon qu'on va la pratiquer, l'agriculture, que là, on tombe dans des éléments hyper intéressants qu'on a définis à travers les années de façon de plus en plus précise. Explique-moi comment est positionné au niveau géographique le Saguenay-Lac-Saint-Jean. De côté conditions géographiques, on est une région, premièrement, qui est isolée du reste du Québec agricole. Donc, il y a quand même d'importantes barrières naturelles qui nous isolent de ces régions-là. On parle du parc des Laurentides, on parle de la formation géographique des Monts-Valin. Donc, ces barrières naturelles-là, c'est sûr qu'elles agissent comme une protection pour notre région envers des ravageurs, des maladies, des choses comme ça. D'un point de vue géographique aussi, tout cet éloignement-là aussi fait en sorte qu'en étant situé quand même dans des latitudes assez nordiques là, pour une région agricole, ça amène aussi des conditions climatiques qui vont avec cet éloignement-là. Ceux qui vivent ici pourront vous le dire, les hivers sont quand même assez longs, assez froids, rigoureux, beaucoup de neige pendant une très longue période, contrairement au sud du Québec où on va voir des couvertures neigeuses beaucoup moindres, des événements aussi de neige qui vont être ponctuels, tandis qu'ici, bien, la neige, quand elle arrive, ça prend des mois avant qu'elle quitte. Là. On va en avoir pendant de 5 à 6 mois. Donc, cette couverture neigeuse-là agit, elle aussi, comme une protection. On a aussi des étés qui sont beaucoup plus courts, donc une saison de croissance qui est plus courte. Et ça, quand on est en agriculture, il faut avoir à travailler avec ça. Il faut jongler avec ça. Exactement, parce que la date où on va être capable de semer, elle est beaucoup plus tard que ce qu'on va retrouver ailleurs au Québec. La date à laquelle on va pouvoir récolter va être beaucoup plus tôt. Donc, les plantes qu'on va mettre en culture ne pourront pas être les mêmes. Donc ça, ces facteurs climatiques-là jouent pour beaucoup. Explique-moi comment les conditions géographiques et climatiques vont venir influencer les plantes et les produits. Ils peuvent les influencer d'une part parce que toutes ces conditions-là, soit d'isolement ou soit d'hiver rigoureux, la protection que ça peut apporter
du côté des cultures, même du côté des élevages. Ça fait en sorte qu'on a moins d'incidence de maladies, moins d'incidence de ravageurs. Donc, même si oui, ici aussi, il y a des insectes qui vont venir être des ravageurs puis des éléments nuisibles à certaines productions, bien, le fait que pendant l'hiver, on va être capable d'en éliminer une bonne partie, ces insectes-là ne survivront pas à des conditions aussi rigoureuses, ça nous protège. OK. Donc, ce que ça fait, c'est que ça favorise aussi une utilisation moindre de pesticides, d'intrants de synthèse. Donc là, on est capable de dire, on peut faire une agriculture de façon beaucoup plus responsable, voire même, ça facilite puis ça favorise la production sous régie biologique. Puis même quand on est dans des productions conventionnelles, on est capable de faire valoir cet isolement-là, soit parce qu'il va y avoir moins de virus dans telle production. Donc, pour certains créneaux, ça devient hyper important, là, la question de certains pathogènes ou certains virus, certaines bactéries. Puis pour toi, ça goûte quoi, Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est des produits qui sont empreints d'une fraîcheur, mais aussi de caractéristiques puis de propriétés qui sont bonnes pour notre santé. Puis c'est tout le respect aussi de l'environnement qui va autour de ça. Donc, pour moi, notre terroir, c'est un terroir qui est respectueux, qui est responsable de la santé des gens, puis de la santé aussi de l'environnement. J'avais envie d'aller plus loin. J'ai donc demandé à Isabelle de m'amener rencontrer des gens qui m'aideraient à mieux comprendre. Elle a communiqué avec certains de ses partenaires travaillant au niveau de l'innovation. Des gens qui travaillent en recherche et développement, ce qui permet de renforcer les concepts développés, mais aussi pour les utiliser afin d'en faire des avantages stratégiques pour les entreprises. Isabelle et moi, on est partis à l'aventure. Là, Isabelle, on va voir qui? On s'en va voir Richard Whelan. Richard, il est agronome. Il travaille pour Agrinova, qui est un centre collégial de transfert technologique. Donc, ils se sont beaucoup impliqués à titre de centre d'innovation à la définition du concept d'agriculture nordique au départ, quand le créneau a été mis en place, avant même que je prenne mon poste. Et là? Richard! Qu'est-ce que tu retiens de ces réflexions-là au niveau des opportunités de positionnement? Ce que je suis fier de voir, c'est tout le cheminement accompli. C'est-à-dire entre l'idée qu'on puisse diversifier, qu'on puisse donner une image de marque puis une différenciation de notre agriculture, l'idée qu'on avait il y a plusieurs années, il y a plus de 10 ans maintenant, Ouais. puis où on est rendu aujourd'hui, que ça se concrétise dans les travaux du créneau, dans les travaux de la table agro, dans la diversification de nos cultures. Je pense que c'est le plus beau développement qu'on ne pouvait pas espérer à partir d'une idée de réussir aujourd'hui à ce que nos entreprises se démarquent sur les marchés et développent des produits. Ouais. Oui, relativement rapidement. Puis, quelles sont ces opportunités? Bien, au niveau des productions végétales, pour parler plus de l'agriculture, ici on se retrouve dans un champ d'orge brassicole. C'est un bel exemple. C'est une culture bien adaptée aux conditions agroclimatiques nordiques, que ce soit l'orge, que ce soit le blé, panifiable pour la production de pain, que ce soit des cultures particulières comme le canola, la gourgane, les petits fruits. C'est facile de prendre l'exemple du petit fruit et du bleuet, qui est une culture, dans le fond, le bleuet sauvage, qui est une culture particulièrement adaptée à nos conditions agroclimatiques plus nordiques, parce qu'il se développe sous des populations de pin gris qui, lui, est présent à partir pratiquement du 50e parallèle. Alors, le sable, les conditions de sol, les conditions climatiques ont fait en sorte que le bleuet sauvage s'est retrouvé naturellement présent en région plus nordique. Et c'est un peu la même chose avec certaines productions végétales. La région est connue pour se diversifier en matière de production fourragère et petites céréales. Ce sont des cultures bien adaptées aux conditions d'agriculture nordique. Alors, plein d'opportunités comme celle-là dans différentes cultures là, qui sont présentes. Quand on parle de conditions d'agriculture nordique, comment on peut différencier ça au niveau du reste du Québec? Bien, les facteurs les plus probants, c'est celui de la température, bien sûr. Okay? C'est-à-dire que les degrés jours de croissance, c'est-à-dire que l'accumulation de degrés, ça prend deux choses pour la culture des productions végétales. Ça prend de la luminosité,
ça prend de la température. Donc, ces deux facteurs-là sont présents, bien sûr, mais de façon moins importante. Par exemple, au niveau des degrés jour, on est à peu près 500 degrés jour de moins que la région de Montréal. Ça, c'est l'addition de la température maximum le jour et la température minimum la nuit. On additionne les 2 degrés. On divise par 2, ça donne une formule, mais dans une journée, par exemple, où il ferait 25 degrés le jour et 15 degrés la nuit, ça nous donne 40 degrés cumulatifs. On divise par 2, ça fait 20. Si à Montréal, il fait 30 degrés dans le jour et 20 degrés la nuit, bien, ils accumulent, eux autres, plus de degrés jour. C'est le facteur qui nous différencie. L'autre élément, c'est le dernier gel de printemps et le premier gel d'automne. Il y a entre ici et Montréal 30 jours de différence. Et c'est énorme. Donc, la période dans laquelle la plante, le temps que la plante a pour atteindre la maturité, comme le grain de la céréale, est plus court. Fait que c'est un défi d'avoir des plantes qui, dans un plus court laps de temps, atteignent la maturité et avoir suffisamment de chaleur aussi pour qu'elles se développent correctement. Donc, ça te prend des cultures qui sont adaptées à une saison de croissance qui est très courte. C'est ça. Si on prend une culture puis qu'on la met dans un autre sol ailleurs au Québec, quand on va être rendu à la récolte, est-ce qu'il va y avoir une différence dans la plante? Est-ce qu'il va y avoir une différence? Il y a des études, on en a fait chez Agrinova, puis il y a des études universitaires là-dessus qui démontrent que les variations jour chaud, nuit fraîche, font en sorte que dans la plante, dans les tissus de la plante, on peut concentrer certains éléments qu'on recherche, notamment les sucres solubles dans la luzerne, par exemple, ou encore des anthocyanes dans les petits fruits, qui sont des antioxydants qu'on connaît, dont on connaît les propriétés. Le jour, la plante fait de la photosynthèse et la nuit, elle respire. Il faut que la photosynthèse soit plus importante que la respiration pour que la plante se développe correctement. Alors, cet avantage-là dans les régions nordiques, c'est qu'on a une bonne photosynthèse le jour parce qu'on a un bon ensoleillement. Et la nuit, la température fraîche fait en sorte que la respiration de la plante est ralentie. Et on concentre donc les sucres et les valeurs nutritives à l'intérieur de nos plantes, de nos fourrages ou de nos céréales. D'après toi, qu'est-ce qui reste à faire? Si tu regardes où, dans l'idéal, devrait être le Saguenay-Lac-Saint-Jean au positionnement de son niveau agriculture nordique et boréale, qu'est-ce qui reste à faire comme chemin? Bien, on a basé le créneau sur des hypothèses, sur des recherches, sur la vigueur nordique de la semence de pommes de terre notamment, qui a été faite une étude en Saskatchewan, sur ce qui se fait dans les pays scandinaves en regard de certaines cultures dont les caractéristiques ont été démontrées en climat nordique. Nous, ce qu'on a à faire, c'est beaucoup de valider ces hypothèses-là. Encore, de démontrer que le blé panifiable du Saguenay-Lac-Saint-Jean a un meilleur indice de chute, produit de meilleurs pains que celui du Sud. On a à démontrer que nos orges brassicoles peuvent se qualifier aussi sur les marchés pour faire encore de meilleurs produits, que nos petits fruits sont de meilleure qualité. Et tout ça, bien, c'est des études à long terme. Il faut être capable de prouver que ce qu'on met en marché a une valeur ajoutée. Il y a aussi toute l'opportunité que l'agriculture nous amène vers la production biologique. Oui. L'agriculture nordique nous amène un peu, en tout cas plus rapidement qu'ailleurs, vers la production biologique. C'est un élément aussi très important, ça, de notre agriculture. Je pense qu'on a une tendance à aller vers le bio. En tout cas, il y a une opportunité d'aller vers le bio dans la région, autant dans les grandes cultures que dans les petits fruits, même les productions animales. Un centre de recherche comme Agrinova est essentiel au développement de notre agriculture. Il y a plusieurs opportunités pour différentes filières adaptées au climat nordique. La gourgane, la pomme de terre de semence, l'ail, le chanvre. Pour développer ces filières, il faut passer par l'innovation. L'agriculture nordique, là, c'est pas juste les cultures qui se sont adaptées, c'est l'humain aussi. C'est les gens qui habitent le Nord qui se sont adaptés. Parce que les producteurs, puis leurs parents, puis leurs grands-parents ont expérimenté dans le passé le chanvre, le lin. Bien, ça peut revenir. Il suffit aujourd'hui de les adopter dans une approche filière. Développement de produits, comme dit Isabelle, voir les valeurs ajoutées à l'intérieur de ces productions-là. C'est pas pour rien que la gourgane, là, cherche à revenir. Ouais. Parce qu'on découvre qu'elle a des bonnes vertus pour l'alimentation animale, qu'elle peut remplacer le soya qu'on importe au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour nourrir notre bétail, nos animaux, nos bovins laitiers. Alors pourquoi pas produire notre protéine, notre source de protéines régionalement avec notre gourgane? Celle qui n'est pas classée pour l'alimentation humaine va s'en aller dans l'alimentation animale. Puis en alimentation humaine, bien là,
On a juste à rêver un peu, puis on peut penser à faire des tofu, des suppléments protéiques, à faire des grignotines, à faire... Il y a plein de choses qu'on peut faire. Les champs sont vastes, là, les terres agricoles sont nombreuses, les superficies sont là, la qualité de nos sols est là, nos conditions climatiques sont bonnes, bien que rigoureuses, mais c'est un avantage. Autant c'est un désavantage l'été que l'hiver, le gel détruit les insectes qui peuvent subsister, puis le printemps, on a moins d'insectes. Les conditions sont là, on a juste à être imaginatif. Nous nous sommes ensuite rendus à l'Université du Québec à Chicoutimi pour y rencontrer des professeurs du département des sciences fondamentales. Maxime Paré, agronome de formation, y travaille particulièrement sur les sols en conditions nordiques. Explique-moi, qu'est-ce qui fait qu'on est différent au niveau géographique, au niveau climatique? Bien, de par le climat, tout simplement. On produit ici des plantes qui sont très différentes d'ailleurs au Québec. Donc, c'est ce qui rend notre agriculture unique. C'est ce qui peut à la fois la rendre fragile et forte. Donc, il faut essayer de miser sur nos forces. Puis moi, mon travail ici, bien, c'est vraiment de mieux comprendre, de documenter et d'améliorer ces pratiques-là pour supporter, épauler ces producteurs de la région aussi. Puis est-ce qu'on est capable de chiffrer ces différences-là? C'est jamais tranché au couteau, là, ces choses-là. Et puis la science demeure, donc on essaye de documenter ça avec le temps. Donc, je sais que le Fonds régional finance des projets qui vont en ce sens. Tout ça reste à être démontré, mais quoi qu'il en soit, les cultures ici qu'on produit dans la région sont différentes. Le portail ou le domaine agroalimentaire est très différent par rapport au sud du Québec. Donc, ne serait-ce que ça, là, on peut documenter, là, de par exemple, juste en production végétale, le revenu agricole diffère là, grandement du producteur ici par rapport au sud du Québec ou ailleurs. On n'a pas suffisamment d'unités thermiques, par exemple, pour produire du maïs ou du soya de façon performante. Donc oui, il s'en fait là, dans la région, mais de façon performante, de façon à être capable de concurrencer des grandes zones de production du sud du Québec ou de l'Ouest canadien. Exactement. On n'est pas capable. Donc, les gens ont dû adapter le système agricole en développant d'autres types de production. On va dire, par exemple, le canola. Bon, le canola dans le sud du Québec, il s'en fait, mais ils ont beaucoup de problèmes étant donné qu'au niveau de la floraison du canola, la fleur a tendance à avorter parce que les jours sont trop chauds. Donc, le canola n'aime pas les nuits trop chaudes. La pollinisation ne se fait pas efficacement. Tandis qu'en région, ici, on a un très bon climat pour le canola. Donc, c'est un exemple positif, on va dire. Donc, la région ici produit du canola beaucoup plus que le sud du Québec, principalement en raison de ça. Au niveau de la recherche, où on se situe aujourd'hui par rapport à de où on part puis où on s'en va? On part pas de zéro. On a quand même des bonnes assises, on a des bonnes fondations. Puis, il faut continuer la recherche. Ne serait-ce que la ferme d'agriculture agroalimentaire Canada qui est située en Normandin. Donc, il y a des travaux de recherche très intéressants issus de ce milieu-là. Le Centre de transfert technologique Agrinova, donc qui font de la recherche en agriculture nordique, on va dire, dans la région depuis encore plusieurs décennies maintenant. Donc, on ne part pas de zéro. Puis, on part pas... L'université, c'est nouveau, mais on ne part pas de zéro. Puis, l'université aussi s'était, à l'époque, engagée dans la production de bleuets sauvages là, avec une équipe de recherche sur la boréalie. Notre centre de recherche qui a été transformé beaucoup plus vers la foresterie était, à l'époque, un centre de recherche beaucoup plus axé sur la production de bleuets sauvages. Puis la tendance revient là, un petit peu là, durant les 5 dernières années de par simplement mon embauche. Donc, on a tendance à ouvrir nos marchés. Il faut demeurer compétitif. Il faut le devenir plus dans le futur. Donc, ça passe inévitablement par une industrie ou des industries axées sur le savoir. C'est quoi les objectifs, en gros, de la recherche? Où on s'en va avec ça? Mes thèmes ou mes objets de recherche, personnels, sont principalement orientés au niveau de l'agronomie et de la science du sol ou de l'écologie des sols, on va dire. Donc, par exemple, les méthodes culturelles, comment est-ce qu'elles influencent le rendement, comment est-ce qu'elles influencent l'écologie du sol, de par simplement les flux d'éléments nutritifs dans le sol. Donc, c'est vraiment en lien avec la fertilisation ou la fertilité des sols. Mais aussi, là, dernièrement, là, on s'attaque beaucoup à l'aspect mycorhizien, donc, où aux champignons saprophytes et mycorhiziens dans le sol. J'ai beaucoup de collaborations. Donc, j'en ai, par exemple, qui s'intéressent beaucoup à la phénologie. J'ai des collaborateurs qui s'intéressent au mouvement de sucre, à l'écologie microbienne dans les sols, à l'aspect un petit peu plus environnemental, donc à la chimie des intrants. Donc,
j'essaye d'englober là, dans mes projets de recherche là, plusieurs aspects pour, ainsi dire, donner des réponses claires à la région, tant qu'à la direction, ou peut-être même les façons de faire sur le terrain, là, si on veut quelque chose, si on veut des pratiques agricoles basées sur le savoir. Fait un peu comme Isabelle a un travail de mobilisation au niveau de la région pour qu'il y ait un positionnement au niveau boréal, toi, tu as un rôle leader dans la région pour que la recherche rende aux besoins qui ont été cernés au niveau de l'agriculture? Effectivement, on pourrait dire ça comme ça. J'espère être un leader dans le domaine. Depuis mon embauche ici, j'ai initié beaucoup de chercheurs qui n'étaient pas dans le domaine qu'ils sont maintenant, effectivement. Qui sont ces collaborateurs-là? Est-ce que c'est toujours relié à l'université Non. ou pas nécessairement? Non. Non? Bien, si on peut parler, on peut commencer à l'université ici. Donc, j'ai des projets de recherche avec Annie Deslauriers, professeur Sergio Rossi, André Pichette, Jean Legault. Donc, ce sont des gens un petit peu connus dans le domaine ici. Mais à l'extérieur, j'en ai, par exemple, avec l'Université Laval, j'en ai avec l'Université de Sherbrooke, j'en ai maintenant avec l'Université de Guelph en Ontario. Donc, j'en ai aussi, bon, c'est un réseau, je suis membre du Centre CERF, donc le Centre de regroupement stratégique en production végétale du Québec, qui, lui, chaque année, là, on se rencontre. Donc, j'ai des collaborations, là, beaucoup, là, avec plusieurs universités, puis dans plusieurs domaines, là. Parmi les collègues de Maxime, nous avons eu la chance de rencontrer Annie et Sergio, aussi professeurs au département des sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les plantes vont réagir. Soit l'environnement, mais soit aussi, par exemple, quand il y a des pathogènes qui vont attaquer les plantes, par exemple, ces temps-ci, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on a la tordeuse des bourgeons de l'épinette qui défolie surtout les sapins, mais qui s'attaque aussi aux épinettes. Donc, on a beaucoup étudié l'historique ici des épidémies pour comprendre comment les changements climatiques ont influencé cet historique-là, pourquoi il y a eu plus d'épidémies dans le dernier siècle qu'auparavant. Mais on n'avait pas beaucoup étudié comment les plants réagissent au niveau physiologique. Donc, qu'est-ce qui arrive aux plants? Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, le plant, il va mourir, les arbres vont mourir? Donc, c'est là qu'on s'est mis à étudier les réserves en amidon que les plants ils vont mettre et comment ça peut influencer leur survie, leur croissance et même leur phénologie. Donc, on a fait des découvertes vraiment intéressantes à ce niveau-là. Par exemple, quand les plants sont trop attaqués, bien, les réserves ils diminuent. Donc, ils n'ont plus de réserves pour leur croissance. Puis à un certain moment, les réserves sont tellement basses qu'il n'y a même plus de réserves pour assurer le métabolisme de base et c'est à ce moment-là que les plants vont mourir. Et s'il y a un petit événement climatique, par exemple une petite sécheresse, bien là, c'est là que les têtes rouges vont apparaître et c'est là qu'ils vont mourir. Et ça, des recherches comme ça sur les réserves en amidon et sur l'allocation des sucres dans les tiges, dans les feuilles, dans les rhizomes, on peut aussi, on n'étudie pas ça juste sur les arbres, mais on étudie ça aussi sur des plants qu'on a en culture ici, dont les plants de bleuets, parce qu'on ne sait absolument rien encore. On se doute de comment ça fonctionne parce qu'on a beaucoup de connaissances sur d'autres plants, mais on ne sait pas comment les sucres sont alloués et à quel moment les réserves se forment et comment même les traitements comme le fauchage et le brûlage et la fertilisation peuvent affecter l'allocation des réserves. Donc, si on brûle trop tôt, si on fauche pas à une bonne période, bien, ça peut affecter la mise en réserve. Fait que là, ce que je comprends, c'est que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est par le savoir-faire. Oui. Mais on ne sait pas les choses encore au niveau de la recherche. Tout est à faire. Parce qu'on fauche, on brûle, on fertilise, mais c'est quoi l'effet sur la physiologie du plant? On ne le sait pas. Et si on ne dose pas bien, si on ne le fait pas à la bonne période, ça se peut qu'il n'y ait pas assez de réserves mises à l'automne, qu'il n'y ait pas assez de bourgeons qui se développent. Et ça, au printemps suivant, si les bourgeons, il n'y en a pas assez, bien, il va y avoir une grosse concentration en sucre dans les bourgeons et ils vont éclore plus tôt. Les bourgeons floraux ou les bourgeons des feuilles. Mais ça veut dire qu'ils sont plus susceptibles au gel. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on sache. Comment tous les traitements qu'on fait aux plants de bleuets influencent la mise en réserve parce que ça influence non seulement la croissance, mais leur phénologie et leur productivité. Qu'est-ce que ça va amener à l'industrie du bleuet, par exemple, quand on va avoir les réponses au niveau de ces recherches-là, ou à mesure que les réponses vont arriver, en quoi ça va venir influencer l'industrie du bleuet? Je pense qu'ils vont quand même faire les mêmes traitements. Le fauchage et le brûlage vont encore exister parce que c'est des traitements qui permettent de maintenir la productivité des bleuets. Mais on va savoir exactement quand et comment les faire. Donc, on va juste améliorer
notre productivité. Qu'est-ce que c'est la phénologie? Ça, c'est les mots-clés pour mes recherches. La phénologie, c'est l'étude des événements qui surviennent d'une année à l'autre, chez les plantes ou chez les animaux, comme les migrations ou la floraison ou les temps de jaunissement des feuilles à l'automne. Comme les cycles. Tous les cycles biologiques qu'on voit qui arrivent d'une année à l'autre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quand les plantes se réactivent au printemps, quand il y a qu'est-ce qui se passe pendant la saison de croissance et quand c'est la fin de la saison de croissance. Les plantes s'adaptent à leur milieu, sont soumis aux facteurs environnementaux parce qu'ils sont obligés à se réactiver quand la température est assez chaude pour qu'ils puissent grandir. Mais par contre, ils ont aussi déjà des traits génétiques qui lui permettent de s'activer à un certain moment. Mes études s'ajoutent aux études des autres chercheurs parce que je suis en train de travailler sur la variabilité dans ces traits génétiques à travers des grandes aires géographiques. On a travaillé par exemple avec l'épinette noire. On a vu que quand on prend deux provenances différentes, donc qui proviennent de deux sites différents, ces provenances, quand elles sont placées dans le même site, répondent différemment au climat local. J'ai voulu résumer en disant que la recherche permet d'augmenter la productivité des cultures, de diminuer les coûts de production des entreprises et de se préparer à d'éventuels changements. Mais on m'a vite reprise. On n'est pas encore là. Il faut d'abord commencer par comprendre le mécanisme de fonctionnement du système. C'est de la recherche fondamentale sur le fonctionnement des arbres et des plants. Si on ne comprend pas comment ça fonctionne, on ne peut pas savoir si les gestes posés sont efficaces pour influencer le mécanisme. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est située aux limites nordiques du territoire agricole québécois. La typicité boréale, c'est l'influence des conditions du terroir et des facteurs humains sur les produits et les pratiques qui en découlent. Et c'est pour ça qu'on s'appelle la zone boréale.